Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la Chambre noire de Pompéi. Quel lien y a-t-il entre Pompéi et la guerre de Troie? Vous allez être surpris car les chercheurs ont découvert un lien entre ces deux puissantes cités antiques. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de l'existence réelle de la guerre de Troie. Bien qu'il existe des preuves archéologiques confirmant l'existence de la ville de Troie, l'exactitude historique des événements décrits dans les épopées homériques, l'Iliade et l'Odyssée reste un sujet brûlant. Une nouvelle découverte à Pompéi pourrait être la preuve décisive, un indice qui pourrait prouver que la guerre de Troie a réellement eu lieu. Les historiens et les archéologues savent que Troie était un endroit réel situé sur la côte de la Turquie. Cependant, ils n'ont jamais trouvé de preuve d'une guerre épique entre Troie et la Grèce. Quelques indices mineurs de bataille ont été certes trouvés, mais quelle cité antique n'en a pas? Et la question demeure donc, cette guerre légendaire a-t-elle vraiment eu lieu? En enquêtant dans une ancienne salle de banquet, des experts à Pompéi ont découvert ce qu'ils appellent la chambre noire. Cela semble un peu sinistre et c'est en effet très étrange, car les murs de cette pièce sont entièrement peints en noir, et un noir pur qui plus est. Les Romains avaient peint cette pièce sombre pour que la fumée de leur lampe à huile ne laisse pas de taches sur les murs. Mais les murs noirs avaient également un autre avantage. Comme les Romains, surtout l'élite, adoraient la vie nocturne, ils dînaient souvent après le coucher du soleil, avec quelques bouteilles de vin à portée de main. Et la lumière vacillante des lampes créait des images et des ombres qui semblaient bouger sur les murs noirs, donnant un effet hallucinatoire, presque psychédélique, et transformant toute la salle en une sorte d'expérience immersive. Selon le parc archéologique de Pompéi, les murs noirs représentaient à l'origine des personnages mythologiques et des figures très importantes de la guerre de Troie. Les chercheurs ont identifié une fresque montrant une scène où Paris, prince de Troie, se tient devant Hélène, la reine spartiate, et une autre fresque avec Cassandre et Apollon. L'histoire de Cassandre est particulièrement tragique. Prophétesse maudite par Apollon, elle avait prévu la destruction de Troie aux mains des Grecs. Mais à cause de la malédiction, personne ne croyait ses prophéties. Et lorsque Troie fut détruite, comme Cassandre l'avait prédit, elle fut capturée par Agamemnon, roi de Mycène, et réduite en esclavage. Et bien que ces fresques ne prouvent pas irréfutablement que Hélène, Paris et Cassandre faisaient tous partie de la guerre, elles sont fascinantes. La guerre de Troie est supposée avoir été un conflit historique réel datant de 1194 à 1184 avant notre ère. Et près d'un millénaire plus tard, le mont Vésuve a éclaté en 79 de notre ère, recouvrant Pompéi sous une couche de cendres. Peut-être que les habitants de Pompéi savaient exactement ce qui s'était passé des siècles auparavant. En tout cas, les couples représentés dans la guerre de Troie auraient au moins inspiré des conversations lors de ces dîners tardifs, où ils semblaient bouger sous la lumière. Ici, on peut voir des preuves de la richesse, de l'opulence et des distractions qu'avaient les anciens habitants de Pompéi avant d'être tous détruits par le volcan. Le mystère du serpent rouge. Tandis que des empires s'élevaient et d'autres s'effondraient, une structure est restée debout, une silencieuse sentinelle gardant une frontière oubliée. En Iran, il existe un mur qui est 1000 ans plus vieux que la Grande Muraille de Chine. Il est plus lent que le mur d'Adrien et le mur d'Antonin réunis. Et c'est aussi une énigme car il peut s'avérer encore plus vieux que ce que les archéologues estiment. Cette prouesse d'ingénierie, appelée le Grand Mur de Gorgane ou encore le Serpent Rouge, est un véritable casse-tête historique. Une équipe internationale d'archéologues a récemment enquêté sur ce mur pour faire des avancées scientifiques. Le mur, construit en briques rouges, tire son surnom de sa couleur. Il mesure plus de 190 km de long. Et les chercheurs pensent qu'il s'agissait probablement d'un mur frontalier, mais qui au juste essayait-on vraiment d'arrêter? Le long du mur, on trouve les restes d'un canal qui avait probablement été rempli d'eau, ressemblant à une immense douve. On trouve également 30 forteresses situées à intervalles réguliers le long de cette structure, ce qui témoigne d'une frontière fortement contrôlée. Et à l'ouest du mur se trouvent les eaux de la mer Caspienne et à l'est les montagnes Elbourz partiellement explorées. Mais ce qui rend ce mur si mystérieux, c'est l'absence totale de mention historique à son sujet. Peut-être des textes l'évoquaient-ils autrefois, mais ils auraient été détruits, peut-être dans l'une des grandes bibliothèques de l'Antiquité, comme celle d'Alexandrie. Peut-être même que toutes les mentions de ce mur ont été volontairement effacées. Et le mystère va encore plus loin qu'un simple manque de mention historique. Aucune inscription n'a été trouvée sur ou à proximité du mur. Impossible donc de le lier à un alphabet ou une langue spécifique. Le mystère s'approfondit avec l'absence totale d'inscriptions ou de symboles sur le mur. Habituellement, des monuments de cette ampleur sont ornés d'inscriptions ou de gravures, mais pas le serpent rouge.
Il n'y a même pas une seule pièce de monnaie ou un artefact trouvé le long du mur qui pourrait le relier à une culture ou une civilisation. Mais comment les archéologues ont-ils daté ce mur? Eh bien, une équipe iranienne a commencé à explorer ces ruines en 1999 dirigée par Gebrael Nokandeh. En 2005, des archéologues britanniques se sont joints au projet et depuis, ils essaient de trouver le début d'une réponse à ce mystère. L'une de leurs théories est que ce mur a été érigé durant l'ère d'Alexandre le Grand, en 330 avant l'ère commune. On sait que cette partie de l'Iran a en effet été sous son contrôle, mais aucune trace de l'édification d'un mur. Une autre théorie est qu'il a vu le jour 800 ans après Alexandre, sous les ordres du roi perse Khosrou Ier. En utilisant la datation par radiocarbone des briques rouges, ils ont obtenu une estimation de son époque de construction. Les analyses ont conclu que le mur aurait été bâti au 5e siècle de notre ère. Cette découverte a conduit les chercheurs à penser que le mur aurait pu être conçu pour repousser les invasions des Huns. À cette époque, les Perses vivaient dans l'Iran central, contrôlant un territoire qui s'étendait jusqu'à l'Irak et aux montagnes du Caucase. Ils menaient très fréquemment des invasions contre l'Empire byzantin et ils subissaient également des attaques, principalement par les passes montagneuses au nord. Le serpent rouge aurait pu fermer cette route, empêchant les Huns d'entrer en Perse. L'historien antique Procope de Césarée affirme que les Perses ont combattu des Huns au début du 5e siècle. Ce mur massif aurait donc pu être une tentative d'éviter une guerre en gardant les Huns à distance. Mais est-ce la bonne hypothèse? C'est difficile à dire, la datation pourrait être incorrecte et ce mur pourrait être bien plus ancien que ce que l'on pense. Le serpent rouge est considéré comme le mur défensif le plus lent et le plus complexe de l'histoire perse. Mais qu'en pensez-vous? Était-ce un véritable bouclier contre les Huns ou ce mur cache-t-il un mystère encore plus grand? Les graffitis de Lupanar. En l'an 79 de notre ère, le Vésuve est entré en éruption et la ville de Pompéi a été détruite. Des maisons, des demeures somptueuses, des fast-foods, tout a été détruit, y compris Lupanar, l'un des principaux bordels de Pompéi dont peu de gens connaissent l'existence. Mais je vous préviens, les choses vont devenir un tout petit peu plus osées, mais pas non plus vulgaires. Mais je voudrais vous parler des peintures à caractère érotique et des messages crus qui ont été trouvés gravés sur les murs de Lupanar. Je vais aussi vous révéler quelques secrets concernant Pompéi, des choses dont la plupart des archéologues ne parlent pas. Par exemple, la ville de Pompéi était étroitement associée à la déesse Vénus. Comme beaucoup de villes anciennes qui avaient une divinité protectrice, Athènes avait Athéna et Pompéi avait Vénus. Cette dernière était la déesse de l'amour, du sexe et de la fertilité. Elle était aussi la déesse la plus étroitement liée à la prostitution. Pompéi disposait d'une économie florissante en ce qui concerne les plaisirs charnels. Lupanar se trouvait à l'intersection de deux grandes rues, ce qui en faisait un lieu de rassemblement social très prisé. Les archéologues y ont trouvé des annonces de tournois sportifs sur ces murs, ainsi que des messages de propagande politique. C'était un lieu de rencontre avec beaucoup de passages et où les gens se rassemblaient souvent devant les portes. Mais au 19e siècle, les archéologues étaient, disons, assez prudes. Les historiens refusaient même d'examiner ou de parler du bordel de Pompéi en raison de leurs convictions morales. Pendant des années, Lupanar a été évité et les touristes n'étaient même pas informés de son existence. Les archéologues étaient tellement gênés par tout ce qui avait un lien avec la sexualité que dès qu'ils trouvaient quelque chose de vaguement érotique, comme une peinture nue, ils classaient le bâtiment comme une maison de plaisir et l'abandonnaient. Et à la fin du 19e siècle, Pompéi comptait environ 35 maisons de plaisir. Et sachant que la ville n'abritait environ que 10 000 habitants avant d'être ensevelie sous les cendres, cela signifiait qu'il y avait une maison de plaisir pour 286 citoyens. Ou bien, pour être encore plus précis, une maison de plaisir pour chaque groupe de 71 hommes adultes. Ah, c'est romain. Mais ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Les archéologues d'ailleurs ne parlent que de 9 maisons de plaisir confirmées, les autres attendent encore d'être confirmées à 100%. Mais bon, ça reste tout de même considérable. Visiblement, les habitants de Pompéi n'étaient pas très adeptes de tempérance en matière de plaisir. Mais au XXe siècle, les chercheurs ont commencé à prendre ces anciens lieux très au sérieux. Ils ont étudié l'art érotique pour en apprendre davantage sur l'histoire de ces lieux, sur les personnes qui y travaillaient et sur celles et ceux qui les fréquentaient. L'un des domaines d'études les plus intéressants concerne les murs de Lupanar. On y trouve plus de 150 exemples de graffitis. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà utilisé des toilettes d'air d'autoroute, mais si c'est le cas, vous savez où je veux en venir. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui est gribouillé sur un mur de toilette aujourd'hui et ce qui était gribouillé sur les murs de ce bâtiment romain antique. Les gens ne changent pas tant que ça, même après des milliers d'années.
On y trouve des dessins habituels, de symboles phalliques, des avis de décès pour une raison étrange, quelques poèmes, des gravures un peu crues de choses que je ne vais pas vous décrire, des hommes et des femmes légèrement vêtus, des hommes annonçant leur conquête, des femmes avec des surnoms si choquants que je ne les prononcerai jamais. Et parmi tous les messages retrouvés sur les sites anciens à travers le monde, les graffitis de Lupanar sont perturbants à bien des niveaux. Les graffitis sont juvéniles, mais les fresques sont des œuvres d'art fantastiques. Il y a de magnifiques fresques érotiques à l'intérieur de la maison close, le long des couloirs et au-dessus des portes. Ces d'entre elles sont encore dans un état presque parfait, comme si elles avaient été peintes hier. Mais ce ne sont pas des fresques à montrer aux enfants. Elles illustrent des hommes et des femmes dans à peu près toutes les positions pour adultes que vous pouvez imaginer, et même certaines que vous ne pouvez pas imaginer. J'aimerais mentionner une dernière chose à propos de Pompéi et de sa maison close. La prostitution à Rome était un commerce brutal, inhumain et méprisable. Les prostituées étaient presque entièrement des esclaves. À Pompéi, les archéologues ont trouvé le squelette d'une femme qui portait encore un collier métallique autour du cou. Si cela ne vous donne pas de frissons, je ne sais pas ce qu'il le fera. Les rouleaux du Vésuve. Il y a 2000 ans, dans la ville d'Herculanum, s'élevait une somptueuse villa, une splendide demeure qui surplombait la magnifique baie de Naples, et les Romains qui vivaient ici avaient une vue fantastique sur l'océan scintillant et en jugeait par la taille de la maison, menaient une vie très aisée. Il s'agissait d'un vaste domaine doté d'une impressionnante bibliothèque où l'on trouvait les textes les plus importants de l'époque. On y a retrouvé des rouleaux rédigés par les plus grands philosophes de l'histoire, dont une série de volumes écrits par Philodème, l'un des instructeurs du poète Virgile. Malheureusement, pour les personnes qui vivaient ici, la destruction a eu lieu en l'an 79 de notre ère. Herculanum, tout comme sa ville-sœur de Pompéi, se trouvait à l'ambre du Vésuve. Et lorsque le volcan est entré en éruption et a enseveli Pompéi sous les cendres volcaniques, il a fait de même pour Herculanum. Des nuages de fumée et de cendres ont enseveli la ville, y compris la fantastique villa et sa vaste bibliothèque. Et en 1752, des fouilles ont révélé la résidence et son impressionnante collection de littérature. Ces fouilles ont permis de découvrir plusieurs liasses de parchemins carbonisés par l'incroyable chaleur de la fureur du volcan. Ces parchemins étaient parfaitement conservés mais à peine lisibles. Ils s'étaient essentiellement transformés en roches volcaniques ou en fossiles, et la maison elle-même a été baptisée Villa des Papyrus. Et depuis le XVIIIe siècle, les archéologues ont récupéré 1800 parchemins de la villa, mais leur lecture est un véritable cauchemar. Ce n'est que très récemment que les archéologues ont acquis la technologie appropriée pour examiner ces anciens documents. 200 ans plus tard, ces petits morceaux de parchemin carbonisés sont finalement en train d'être déchiffrés. Les archéologues ont trouvé un moyen d'utiliser les rayons X pour lire l'écriture ancienne. Roger McFarlane, chercheur à l'université Brigham Young dans l'Utah, explique qu'un seul chapitre ou un seul paragraphe d'un parchemin constitue une avancée considérable. Et jusqu'à présent, les archéologues ont réussi à identifier une poignée de textes écrits par Philodème. Il s'agit d'un érudit et d'un philosophe grec du IIIe siècle avant notre ère. Les historiens le connaissent grâce à plusieurs récits parlant de lui, mais n'ont jamais eu l'occasion de vraiment comprendre sa prose, car la plupart de ses travaux ont été perdus. Mais en examinant ces parchemins à l'aide de rayons X, les archéologues découvrent de première main son étrange école de pensée. Le philosophe enseignait que les plaisirs physiques étaient le principal objectif de la vie et que les humains ne devaient pas craindre l'au-delà, mais mener une existence modeste et agréable. Mais il reste tout de même beaucoup de travail à faire, et les chercheurs modernes pensent que ces parchemins ont pu faire partie de sa collection personnelle. Il est possible qu'ils proviennent directement de Philodème lui-même, ou qu'il s'agisse au moins de copies réalisées au 1er siècle de notre ère. Il faudra probablement des années pour connaître l'origine exacte de ces 1800 rouleaux, mais au bout du compte, cela en vaudra la peine. Hernán Cortés et le squelette mystérieux. Un squelette a été découvert enterré à l'entrée du palais de Cortés, bâti par le célèbre conquistador espagnol qui a renversé l'Empire aztèque. Le squelette a été retrouvé et excavé en 1971. Les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait d'un corps d'un moine espagnol nommé Juan Leva. Cependant, la vérité s'est avérée bien plus troublante. Après l'excavation initiale, le squelette mystérieux a été laissé à l'endroit où les chercheurs l'avaient trouvé. Ils l'ont simplement muré, étiqueté et laissé intact. Ils avaient conclu qu'il s'agissait de Juan Leva en se basant sur un codex franciscain du XVIe siècle.
Selon ce codex, Juan avait l'habitude de dormir avec la tête dans une niche dans le mur et aurait été enterré à côté de la porte de l'ancien palais d'Hernán Cortés. Et lorsque les archéologues ont remarqué que le squelette avait un cou tordu, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un corps du vieux moine, pensant simplement que son cou s'était déformé à force de dormir avec la tête dans cette niche. Et en 2017, la ville de Mexico a été frappée par un séisme de magnitude de 7,1. Des bâtiments se sont effondrés et des milliers de personnes ont été blessées. Le palais de Cortés, construit en 1535, a été gravement endommagé par le séisme et les réparations et les restaurations n'ont été achevées qu'au début de 2023. Pendant ces travaux, les chercheurs ont examiné à nouveau le site. Ils ont analysé le squelette et ont réalisé que certains détails ne correspondaient pas à l'évaluation initiale. Eh bien, il s'est avéré que le squelette appartenait à une femme d'âge moyen et non à un vieux moine. Les scientifiques ont rapidement appris que le squelette était celui d'une femme native, mais pourquoi était-elle enterrée à l'entrée du palais de Cortés? Les archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique ont identifié un aplatissement sévère à l'arrière de son crâne. Ils pensent que son crâne avait été délibérément modifié pour se démarquer, une pratique typique de certains peuples aztèques vers l'an 1150, des siècles avant l'arrivée des Espagnols au Mexique, et la zone autour du palais de Cortés était autrefois occupée par un peuple connu sous le nom de Tlahuica. En réalité, ce palais du XVIe siècle avait été bâti sur les ruines d'une ville appelée Cuauhnahuac, détruite par les Espagnols en 1521. Les archéologues suspectent maintenant que cette mystérieuse femme aurait pu être victime d'un sacrifice humain. Elle pourrait même être la dernière personne sacrifiée dans la cité aztèque avant sa destruction par les Espagnols, finissant ainsi enterrée sous le palais de Cortés. Il aura fallu un tremblement de terre pour s'en rendre compte. La chambre interdite de Pompéi. L'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère a enseveli la ville romaine de Pompéi sous des cendres brûlantes. Et l'un des rares témoins survivants avait déclaré avoir vu la poussière se déverser sur la terre comme un déluge noir. D'innombrables personnes sont mortes et Pompéi a ensuite été abandonnée. Mais elle a été redécouverte en 1748 et depuis, elle est l'un des sites archéologiques les plus populaires au monde. Et comme Pompéi est étudiée régulièrement, il y a toujours de nouvelles découvertes. En 2021, les archéologues ont découvert une pièce interdite. C'était dans le cadre des fouilles d'une villa préservée à la périphérie de Pompéi. Techniquement, elle faisait partie de la ville, mais elle se trouvait en marge de celle-ci. Les chercheurs y ont trouvé un trio de lits en bois, un pot de chambre et quelques jarres. Mais la grande découverte a été de savoir qui vivait dans cette pièce. Selon le ministère de la Culture italien, il s'agissait d'esclaves. Et c'est un exemple de l'autre facette des Romains. Les Romains ont certes construit des routes et apporté la paix dans de nombreux endroits, mais ils ont aussi semé la dévastation et possédé les gens comme du bétail. Le propriétaire de l'ancienne villa, située à la périphérie de la ville, possédait également des esclaves. Sur l'un de leurs lits, on a découvert un coffre en bois contenant des morceaux de métal et de fibres. Et il est très intéressant de noter qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un harnais de cheval. Cela suggérait que les esclaves étaient chargés de s'occuper des écuries. Deux des lits de la pièce étaient de la taille d'un adulte, et l'autre était manifestement destiné à un enfant. Et pour cette raison, les scientifiques estiment qu'il devait s'agir d'une famille et que la pièce servait également d'espace de stockage. En d'autres termes, les esclaves dormaient sur de petits lits dans un placard de rangement puisque l'espace n'est que de 16 mètres carrés. La découverte de cette pièce interdite met en lumière la manière dont l'Empire romain traitait ses esclaves. Les historiens ont toujours connu l'existence de cette pratique, mais les faits restent tout de même très vagues en ce qui concerne la vie quotidienne. Ce qu'ils faisaient, où ils vivaient et comment ils étaient traités sont toutes des questions qui n'ont pas encore de réponse définitive. Désamorcer Pompéi. Il se passe quelque chose d'effrayant à Pompéi que la plupart des visiteurs ignorent complètement. Depuis des années, des archéologues désamorcent discrètement des bombes sur l'ensemble du site archéologique. Et ils affirment que les visiteurs ne sont pas en danger, mais est-ce bien vrai? Pompéi est en ruine depuis près de 2000 ans. Le Vésuve est entré en éruption en l'an 79 de notre ère, tuant tous ceux qui se trouvaient à sa portée et recouvrant la ville romaine de cendres volcaniques. Mais ce n'était pas vraiment la dernière fois que Pompéi était détruite. En 1963, les Alliés
ont largué près de 165 bombes sur Pompéi lors de raids aériens visant à détruire l'Italie occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés avaient reçu des informations selon lesquelles des forces allemandes étaient campées dans les ruines, et sachant qu'il y avait des nazis à proximité, les Alliés ne se souciaient pas vraiment du statut historique de Pompéi. Ils ont donc canardé Pompéi. Mais depuis, de nombreux explosifs ont été retirés du site. Jusqu'à présent, 96 bombes ont été désamorcées, mais il en reste encore quelques-unes qui jonchent les vallées vides où se promenaient autrefois les Romains et leurs toges fantaisistes. Et à l'heure actuelle, on pense qu'au moins 10 engins non explosés se cachent quelque part à Pompéi. Bien entendu, les touristes ne sont pas autorisés à pénétrer dans les zones qui n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. Il ne s'agit pas vraiment d'une dissimulation, mais on n'annonce pas non plus les explosifs à l'entrée. Il n'informe pas non plus ouvertement les visiteurs qu'il y a 30 ans, l'une de ces bombes a explosé. Personne n'a été blessé, mais la situation était très effrayante. Et ces peintures rupestres très mystérieuses découvertes en Inde semblent représenter quelque chose d'impossible. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.